Cette mendiante pleurait pour une raison choquante, ce qui poussa le millionnaire à prendre une mesure drastique. Il a rasé les cheveux de la fillette. Lorsque la raison de cet acte fut révélée, tout le monde éclata en sanglots. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le soleil se couchait sur l'Avenida Paulista, ses derniers rayons se reflétant sur les vitres miroitantes des gratte-ciel. Anselmo Silva ajusta sa cravate coûteuse tout en marchant d'un pas décidé sur le trottoir animé, son visage tendu reflétant la frustration de la réunion qu'il venait de quitter. À 47 ans, il avait construit un empire, mais à cet instant, il ne ressentait que le poids de l'échec. Le projet dans lequel il avait investi des millions était sur le point de s'effondrer. Les passants déviaient instinctivement de sa silhouette imposante, comme s'ils pouvaient sentir l'aura de pouvoir et de froideur qui l'entourait. Son costume italien impeccable et sa montre en or au poignet contrastaient radicalement avec les gens ordinaires qui passaient précipitamment, rentrant chez eux après une autre journée de travail. C'est alors qu'un son presque imperceptible traversa sa conscience, un sanglot étouffé venant de quelque part près de ses pieds. Anselmo tenta d'ignorer, comme il le faisait toujours avec ceux dans la rue, mais quelque chose dans ce pleur particulier le fit hésiter. Il baissa les yeux et vit, recroquevillé contre le mur d'un immeuble commercial, une fillette qui ne devait pas avoir plus de 6 ans. Ses longs cheveux noirs étaient emmêlés et sales, couvrant partiellement un visage maculé de larmes. Elle portait un t-shirt délavé, trop grand pour son corps frêle, et un jean déchiré aux genoux. Ses pieds nus étaient couverts par la saleté des rues. Anselmo ressentit une gêne dans la poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis longtemps. Il tenta de faire un pas de plus pour continuer son chemin, comme il le faisait toujours, mais ses pieds semblaient cloués au sol. La fillette leva le visage, révélant d'énormes yeux marrons, effrayés. C'est à ce moment-là qu'elle étendit sa petite main sale, s'agrippant à l'ourlet de son costume italien. Le premier instinct d'Anselmo fut de reculer, horrifié à l'idée que ses mains sales touchent le tissu délicat. « S'il vous plaît, monsieur, j'ai faim », murmura-t-elle d'une voix si basse qu'il dut se pencher pour entendre. Quelque chose dans la simplicité de ces mots le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Anselmo regarda autour de lui, espérant voir un adulte responsable de l'enfant, mais il ne trouva que l'indifférence typique des Polistano pressés. « Où est ta mère » demanda-t-il, sa voix plus rude qu'il ne l'avait voulu. La fillette baissa les yeux, serrant encore plus son veston entre ses doigts sales. « Elle a disparu depuis longtemps, et ton père » Un frisson parcourut le petit corps de l'enfant. Il est parti, il a dit qu'il ne reviendrait plus. Anselmo sentit sa gorge se nouer. Des milliers d'enfants vivaient dans les rues de Sao Paulo, il les voyait toujours, les passait inaperçus sans leur accorder la moindre attention. Mais celle-ci était différente. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, étonné. Et Lara répondit, toujours sans lâcher son veston, « Depuis combien de temps suis-je ici » La fillette haussa les épaules, un geste tristement adulte pour quelqu'un d'aussi petit, « Je ne sais pas, beaucoup de jours, beaucoup de nuits. » Anselmo regarda à nouveau les immeubles alentours, les gens passant, le ciel s'assombrissant rapidement, la température commençant à chuter, typique des nuits polistanas. Il pensa à sa maison vide, aux engagements qu'il avait, aux dizaines de raisons pour lesquelles il devrait simplement continuer son chemin. C'est alors qu'il remarqua quelque chose se mouvant dans les cheveux de la fillette. Il s'approcha un peu plus et constata, avec un mélange d'horreur et de pitié, que son cuir chevelu était infesté de peau. Elle ne cessait de se gratter la tête et maintenant il pouvait voir les plaies causées par ses ongles sales. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois » demanda-t-il. Et Lara réfléchit un instant, fronçant les sourcils. « Hier, je crois, une dame m'a donné un pain. » Anselmo ferma les yeux un instant, luttant contre lui-même. Toute sa vie était basée sur des décisions rationnelles et calculées, il n'y avait pas de place pour les impulsions, pour les émotions. C'était ainsi qu'il était arrivé là où il en était. Mais lorsqu'il rouvrit les yeux et retrouva à nouveau ce regard effrayé et en même temps plein d'espoir, quelque chose en lui se brisa. « Viens avec moi » dit-il en tendant la main sans penser aux conséquences, « je vais t'acheter quelque chose à manger. » Le visage d'Elara s'illumina un bref instant avant que la méfiance ne reprenne le dessus sur ses traits. Elle hésita, tenant encore son veston comme si elle craignait qu'il ne disparaisse si elle le lâchait. « Tu n'as pas à avoir peur, » dit-il, sa voix plus douce désormais, « il y a un restaurant pas loin d'ici, tu peux manger ce que tu veux. » Lentement, comme un animal effrayé, Elara se leva, ses jambes tremblaient et Anselmo remarqua de nombreuses contusions et éraflures sur sa peau. Elle n'avait toujours pas lâché son veston, l'utilisant comme une ancre pendant qu'elle faisait ses premiers pas hésitants sur le trottoir animé. Anselmo sentait les regards des gens, certains par curiosité ou par réprobation,
qui devait le percevoir, lui dans son costume impeccable, et elle ressemblant à une petite mendiante. Mais pour la première fois de sa vie, il se fichait de ce que les autres pouvaient penser. Le restaurant se trouvait à seulement 2 pâtés de maison d'ici, c'était un établissement simple, de ceux qui servent des plats du jour et des repas faits maison. Lorsqu'ils entrèrent, le maître d'hôtel regarda Elara avec un évident dédain, mais un regard sévère d'Anselmo suffit à faire taire toute protestation. Ils s'assirent à une table au fond, loin des autres clients. Elara semblait complètement perdue, ses yeux écarquillés parcourant l'endroit comme si elle n'y avait jamais été auparavant, peut-être même jamais. « Que veux-tu manger » demanda Anselmo en lui tendant le menu. Elara le regarda avec confusion et il se rendit compte qu'elle ne savait probablement pas lire. « Il y a du riz » demanda-t-elle timidement. « Et des haricots » ? « Oui, il y en a. Tu le veux » Elle acquiesça rapidement, comme si elle craignait que l'offre ne soit retirée à tout moment. Anselmo passa commande au serveur, ajoutant un steak et une salade. Pendant qu'ils attendaient, il observa Elara se tordre sur sa chaise, se grattant frénétiquement la tête. C'est alors que la réalité de la situation commença à le frapper. Que faisait-il ? Il ne pouvait simplement pas nourrir la fillette pour ensuite la renvoyer à la rue, mais il ne pouvait pas non plus l'emmener chez lui. Avant qu'il ne puisse élaborer cette pensée, la nourriture arriva. Les yeux d'Elara s'écarquillèrent encore plus à la vue de l'assiette pleine devant elle. Elle regarda Anselmo comme pour demander la permission. « Tu peux manger » dit-il doucement. Elle n'eut pas besoin d'un autre encouragement, elle attaqua la nourriture avec une voracité qui brisa son cœur, utilisant ses mains plutôt que les couverts, comme si elle craignait que quelqu'un ne lui enlève son assiette. Anselmo observait en silence, son propre repas oublié devant lui. Depuis combien de temps quelqu'un avait-il montré ne serait-ce qu'un signe de bonté envers cet enfant ? Où était sa mère ? Qu'était-il arrivé pour qu'elle se retrouve seule dans les rues ? Et, surtout, que ferait-il maintenant ? Pendant qu'il regardait Elara finir de manger, il tentait d'organiser ses pensées. La fillette avait pratiquement vidé l'assiette, utilisant des morceaux de pain pour absorber jusqu'au dernier vestige de ce qui restait. Maintenant, elle était silencieuse, les yeux baissés, se remettant à se gratter la tête sans cesse. « Ça te fait mal » demanda-t-il en indiquant son cuir chevelu. Elara acquiesça légèrement, « Je me gratte tout le temps. » Anselmo prit une profonde inspiration. L'époux était clairement un problème sérieux, il pouvait voir les plaies laissées par ses ongles, il fallait faire quelque chose. « Je vais t'emmener dans un endroit où ils pourront s'en occuper, » dit-il en se levant et en payant l'addition. Le premier salon qu'ils trouvèrent était un établissement élégant avec de grandes baies vitrées et un intérieur moderne. Dès leur entrée, les employés échangèrent des regards d'horreur. La réceptionniste s'approcha avec un sourire forcé. « Je suis désolé, monsieur, mais nous ne pouvons pas prendre en charge ce cas. »« Quel genre de situation ?» demanda-t-elle, peinant à dissimuler le dégoût dans sa voix. Anselmo sentit le sang bouillir. « Je peux payer n'importe quel montant, » insista-t-il. « Ce n'est pas une question d'argent, monsieur, c'est une question d'hygiène. Nous pourrions contaminer d'autres clients. » Ils quittèrent les lieux et essayèrent un autre salon, puis un autre, et encore un autre. À chaque endroit, la même réaction. Horreur, rejet, excuses polies mais fermes. Dans l'un d'eux, une coiffeuse plus âgée chuchota même à Anselmo, « Le mieux serait de tout raser, il n'y a pas d'autre solution avec une infestation pareille. » La nuit était déjà complètement tombée quand Anselmo cessa enfin de chercher. Elara marchait à ses côtés en silence, de plus en plus abattue. À chaque refus, il pouvait sentir combien chaque regard de dégoût, chaque mot chuchoté, la blessait. C'est alors qu'il prit une décision qui allait changer sa vie pour toujours. « Je vais t'emmener chez moi, » dit-il, « là, nous pourrons régler ça. » Les yeux d'Elara s'écarquillèrent de peur. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur, tu m'as déjà beaucoup aidé, je peux retourner d'où ?» l'interrompit-il, plus brusquement qu'il ne l'avait voulu. Adoucissant sa voix, il continua. « Il commence à faire froid, tu ne peux pas passer une nuit de plus dans la rue. » Elle hésita, clairement partagée entre la peur de l'inconnu et le désespoir de sa situation, puis acquiesça légèrement. Le trajet jusqu'à sa maison fut silencieux. Anselmo habitait un Pantouz au Jardin, l'un des quartiers les plus chics de Sao Paulo. Lorsque la voiture entra dans le garage de l'immeuble, il put voir l'étonnement sur le visage d'Elara. Le portier lança un regard interrogateur vers la fillette, mais un signe de tête ferme d'Anselmo fut suffisant pour faire taire toute question. Dans l'ascenseur, Elara se recroquevilla dans un coin comme si elle tentait de se faire plus petite. Anselmo remarqua qu'elle tremblait légèrement. Quand ils entrèrent dans l'appartement, les lumières s'allumèrent automatiquement, révélant un environnement élégant et minimaliste.
Tout ici criait richesse et sophistication, mais aussi solitude. Il n'y avait ni photos sur les murs, ni objet personnel en vue, c'était plus une vitrine de décoration qu'un véritable foyer. « Viens », dit-il en guidant Elara jusqu'à la salle de bain de la suite principale. « Allons prendre soin de tes cheveux. » La salle de bain était immense, tout en marbre et verre, avec une baignoire qui ressemblait plus à une petite piscine. Elara regardait tout cela avec un mélange de fascination et de peur. Anselmo saisit une paire de ciseaux et une tondeuse qu'il gardait dans un tiroir. Il n'avait jamais utilisé la tondeuse, le coiffeur venait chez lui pour la couper. Il l'alluma et ajusta la température. « Nous devons d'abord laver tes cheveux », expliqua-t-il. « Ensuite, il faudra tout couper », dit-il gravement, alors que les yeux d'Elara se remplirent de larmes. « C'est la seule solution, c'est trop infesté, mais ça repoussera, je te le promets. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage sale de la fillette, qui s'enlaça ses cheveux comme si c'était la seule chose qu'elle avait de sa mère. « C'est la seule chose que j'ai de ma mère », murmura-t-elle. Elle disait toujours que mes cheveux étaient comme les siens. Le cœur d'Anselmo se serra pour la première fois depuis des années, il sentit ses propres yeux brûler. « Je sais que c'est difficile, » dit-il en s'agenouillant pour être à sa hauteur, « mais si nous ne traitons pas cela, ça peut empirer, tu pourrais vraiment tomber malade. » Elara sanglota plus fort, mais finit par acquiescer. Anselmo l'aida à s'asseoir sur un banc bas et commença à laver ses cheveux. L'eau qui coulait était sombre de saleté. Il appliqua du shampoing plusieurs fois, essayant d'être aussi doux que possible, mais malgré tout, Elara pleurnichait lorsque ses doigts touchaient les plaies sur son cuir chevelu. Une fois qu'il eut fini de laver, il prit les ciseaux. D'abord, les cheveux d'Elara, qui arrivaient jusqu'à la taille, il commença à couper de larges mèches qui tombaient sur le sol comme des feuilles mortes. Chaque fois que les ciseaux se fermaient, Elara sanglotait encore plus fort. C'est alors qu'elle sortit quelque chose de la poche de son pantalon déchiré, un petit ours en peluche, si sale et usé qu'on peinait à en reconnaître la forme originale, qu'elle serra contre sa poitrine tandis qu'Anselmo continuait de couper. « C'est ma mère qui me l'a donné », expliqua-t-elle entre sanglots, avant de ne pas réussir à terminer sa phrase. Anselmo sentit un nœud dans sa gorge en allumant la tondeuse, le bourdonnement lui sembla terriblement fort dans la salle de bain silencieuse. « Ferme les yeux », demanda-t-il doucement, « ça va bientôt se terminer. » Il passa la tondeuse avec soin, enlevant ce qui restait des cheveux. Chaque passage révélait plus de plaies et d'éraflures, non seulement dues au pouls, mais aussi aux agressions antérieures. Quel genre de personne blesse un enfant ainsi? Quand il eut fini, Elara était complètement chauve, paraissant encore plus petite et fragile, désormais agrippée à son ourson comme si sa vie en dépendait. Ses sanglots s'étaient transformés en un pleur silencieux et dévastateur. « C'est fini, » dit-il en nettoyant les derniers mèches. « Maintenant, nous allons soigner ses plaies, » dit-il en appliquant une pommade antiseptique sur chaque blessure, tandis qu'Elara restait immobile, à l'exception des tremblements parcourant son petit corps. Une fois terminé, il enveloppa sa tête dans une serviette douce. « Tu as aussi besoin d'un bain, ainsi que de vêtements propres, » dit-il, mais Elara ne répondit pas. Dès qu'il eut fini de soigner ses blessures, elle se leva et se dirigea vers un coin de la salle de bain où elle se recroquevilla avec son ourson, le dos contre le mur, comme si elle voulait disparaître. Anselmo resta immobile, ne sachant pas quoi faire. Toute son expérience dans les affaires, tout son pouvoir et son argent ne l'avaient pas préparé à gérer un enfant traumatisé. « Tu es en sécurité ici, » dit-il, sa voix plus douce que jamais. « Personne ne te fera de mal. » Mais Elara ne bougea pas, restait recroquevillée, se balançant légèrement d'avant en arrière, agrippée à son ourson sale, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Anselmo soupira profondément. « Qu'est-ce que j'ai fait? Comment se fait-il qu'un enfant puisse vivre ainsi? Et surtout, comment vais-je retrouver sa mère? » Il prit son téléphone et commença à passer des appels, d'abord à sa gouvernante en lui demandant de venir immédiatement, quelle que soit l'heure, puis à son avocat. Il avait besoin de savoir comment procéder légalement dans cette situation. Pendant qu'il parlait au téléphone, il ne détournait pas les yeux d'Elara, qui restait au même endroit, dans le même état, presque catatonique. De temps en temps, sa main libre remontait jusqu'à sa tête désormais chauve, comme si elle cherchait les cheveux perdus. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu auparavant. Une fine cicatrice qui descendait le long de sa nuque, partiellement cachée par le col sale du t-shirt, témoignant des autres horreurs que cet enfant avait endurées. Que allait-il découvrir d'autre sur son passé? La nuit serait longue. Il savait, et quelque chose lui disait que ce n'était que la première d'une longue série à venir. La gouvernante, Donna Cecilia, arriva peu après minuit. C'était une dame d'environ 60 ans qui travaillait pour Anselmo depuis plus d'une décennie.
En voyant Elara recroquevillée dans le coin de la salle de bain, les yeux de Donna Cecilia se remplirent de larmes. « Mon Dieu, ciel !» murmura-t-elle en portant ses mains à son visage, « pauvre petite fille !» Anselmo expliqua rapidement la situation, ou du peu qu'il en savait sur elle. Donna Cecilia écouta en silence, hochant la tête à la fin, puis s'approcha lentement d'Elara. « Bonjour, petite, dit-elle d'une voix douce, tu dois avoir froid par terre, ici, un bain chaud t'attend. » Elara leva brièvement les yeux pour évaluer la dame avec méfiance. Donna Cecilia continua. « Ensuite, nous pourrons manger quelque chose de bon. Tu aimes le chocolat chaud ?» Une lueur d'intérêt traversa les yeux de la fillette, mais elle ne bougea toujours pas. « Puis-je rester avec mon ourson ?» demanda-t-elle à voix basse. « Bien sûr que tu peux, ma chérie, il a aussi besoin d'un bain, n'est-ce pas ?» Lentement, très lentement, Elara se leva. Donna Cecilia sourit doucement, « Je vais préparer la baignoire. Monsieur Anselmo peut attendre dehors. » Anselmo acquiesça, soulagé d'avoir quelqu'un qui sache mieux gérer la situation, sortit de la salle de bain et se rendit à son bureau où son avocat l'attendait. « C'est une situation délicate, » dit le docteur Roberto après avoir entendu toute l'histoire. « Monsieur, vous ne pouvez tout simplement pas garder une enfant chez vous sans aucune documentation ou autorisation légale. Que suggérez-vous que je fasse? La renvoyer à la rue? » Non, bien sûr que non, mais nous devons alerter le conseil de tutelle, déposer une main courante, interrompit fermement Anselmo. Pas question d'impliquer les autorités pour l'instant. D'abord, je veux retrouver sa mère. L'avocat soupira, et comment comptez-vous faire cela? Engager des détectives privés, les meilleurs, autant qu'il le faudra. À ce moment-là, ils entendirent des pas doux venant du couloir. Donna Cecilia apparut à la porte du bureau. Elle est propre et nourrie, annonça-t-elle, j'ai réussi à la convaincre de porter un de mes pyjamas que j'avais dans mon sac, il lui est trop grand. Bien sûr, mais c'est mieux que ces vêtements sales qu'elle porte en ce moment, dans la chambre d'amis. Mais Donna Cecilia hésita, elle ne veut pas dormir, elle est assise sur le lit, serrant cet ourson, maintenant propre. On peut voir qu'il est rose. Anselmo se leva. Je vais aller lui parler. Il trouva Elara exactement comme Donna Cecilia l'avait décrite. Le pyjama rayé enveloppait son petit corps, les manches pliées plusieurs fois pour que ses mains apparaissent, sa tête chauve brillait sous la lumière douce de la lampe, et les plaies désormais couvertes de pommade. « Ça va mieux ?» demanda-t-il, s'arrêtant à la porte. Elle sembla brièvement, sans le regarder, caresser automatiquement l'ourson qui, désormais propre, était un peu moins usé. « Veux-tu me parler de ta mère ?» Elara resta silencieuse si longtemps qu'Anselmo crut qu'elle ne répondrait pas. Mais alors, à voix très basse, elle commença, elle travaillait dans un endroit éloigné, elle partait tôt le matin et ne revenait que le soir. Un jour, elle n'est pas revenue. Quand est-ce que c'était? Je ne sais pas exactement, cela fait très longtemps. Elle serra l'ourson plus fort. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était perdue, puis j'ai pensé qu'elle était malade. Papa disait qu'elle nous avait abandonnés. Et ton père, où est-il? Tout le corps d'Elara frissonna. Il se mettait en colère, très en colère, il buvait ce liquide qui le faisait crier. Parfois il me blessait. Anselmo sentit une vague de colère monter dans sa poitrine. C'est lui qui a fait cette cicatrice sur ta nuque, dit-il. Elara porta instinctivement la main à cet endroit. Il m'a poussé, il y avait un clou dans le mur, il y avait beaucoup de sang, il a eu peur et m'a emmené à l'hôpital, et après cela, il a disparu lui aussi. Combien de temps es-tu resté seul à la maison? Très longtemps, jusqu'à ce que toute la nourriture soit épuisée, alors j'ai dû sortir pour en chercher davantage. Anselmo ferma les yeux un instant, essayant de contenir la colère qu'il ressentait. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner un enfant ainsi? Sa mère, comment s'appelle-t-elle? Demanda-t-il. Yvandra, répondit Elara. Elle est jolie, elle a de longs cheveux comme... Sa voix s'étrangla et elle recommença à pleurer. Anselmo s'approcha lentement et s'assit au bord du lit. Nous allons retrouver ta mère, Elara, je te le promets. Elara leva les yeux, un mélange d'espoir et d'incrédulité dans le regard. Vrai, mais maintenant tu dois dormir. Elara se coucha à contre-cœur, toujours serrant son ourson. Anselmo la couvrit avec une couette moelleuse. Comment s'appelle-t-il? Demanda-t-il en désignant l'ours rose. Il s'appelle, à cause de sa couleur. Maman me l'a donné pour mes 5 ans. C'est un beau nom, dit-il en se levant. Bonne nuit, Elara, mademoiselle, l'appela-t-il alors qu'il se tenait déjà à la porte. Merci.
Anselmo ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, une émotion qu'il ne parvenait pas à nommer, qu'il éprouva brièvement, puis il quitta la chambre en laissant la porte entr'ouverte. Il trouva Donna Cecilia en train de préparer encore du chocolat chaud. « Je vais rester ici ce soir, dit-elle, l'enfant pourrait avoir besoin de quelque chose. »« Merci, Cecilia. Demain matin, peux-tu faire une liste de tout ce dont elle aura besoin ? Des vêtements, des chaussures, ce genre de choses. »« Je m'en occupe déjà, patron. » Elle hésita un moment, « Vous allez vraiment chercher sa mère ? » « Je vais, mais il y a quelque chose d'étrange dans toute cette histoire, une mère disparaîtrait comme ça, sans explication. Parfois, la vie nous mène sur des chemins que nous n'avons pas choisis, philosopha Donna Cecilia. Mais je suis d'accord, c'est étrange, cette fillette a été très aimée un jour, on peut le voir à la façon dont elle parle de sa mère. Anselmo passa la nuit blanche, passant des appels et envoyant des emails. Il engagea 3 agences d'investigation différentes, toutes avec des instructions explicites pour trouver des informations sur une femme nommée Ivandra qui avait disparu ces derniers mois. Vers 3 heures du matin, il entendit un cri venant de la chambre d'amis. Il s'y précipita et trouva Elara assise sur le lit, les yeux écarquillés de terreur, sanglotant convulsivement. « Il arrive, murmura-t-elle. Il va me faire du mal à nouveau. » Donna Cecilia arriva aussitôt et s'assit sur le lit, attirant Elara dans ses bras. « Ce n'était qu'un cauchemar, petite. Personne ne te fera de mal, tu es en sécurité. » Peu à peu, Elara se calma dans les bras de la dame. Anselmo observait depuis la porte, se sentant complètement impuissant. « Tu veux encore du chocolat chaud ?» proposa Donna Cecilia. Elara acquiesça, toujours tremblante, pendant que la gouvernante se rendait à la cuisine. Anselmo resta dans la chambre, ne sachant pas exactement quoi faire ou dire. « Il ne me trouvera pas ici, n'est-ce pas ?» demanda Elara à voix basse. Il ne répondit pas, fermement, « Je ne laisserai personne te faire du mal. » Dès que ces mots sortirent de sa bouche, Anselmo sut qu'il ferait n'importe quoi pour les tenir. Quelque chose avait changé en lui, quelque chose de profond et d'irréversible. Le reste de la nuit passa lentement. Elara dormit de manière irrégulière, se réveillant plusieurs fois à cause de cauchemars. Le matin, elle était épuisée, avec de profondes poches sous les yeux. Anselmo devait aller au bureau, il avait des réunions importantes qu'il ne pouvait pas annuler, mais avant de partir, il appela son équipe de sécurité et donna des instructions précises. Personne n'entrait dans l'appartement sans son autorisation expresse. « Je reviendrai dès que possible », promit-il à Elara, qui l'observait, les yeux effrayés. « Donna Cecilia va rester avec toi, plus tard, nous achèterons de nouveaux vêtements, ajouta-t-il. Elara acquiesça sans rien dire, retenant à nouveau son ourson rose. Dans l'ascenseur, Anselmo vérifia une fois de plus son téléphone portable. Aucune nouvelle des agences d'investigation. Où était Ivandra? Qu'était-il arrivé pour elle? Et surtout, pourquoi se souciait-il autant de ce que cette petite fille chauve avait fait de lui en une seule nuit? La journée au bureau semblait interminable. Anselmo n'arrivait pas à se concentrer lors des réunions, ses pensées revenant sans cesse à Elara. Il appelait Donna Cecilia à chaque heure pour savoir comment allait la fillette. Elle a à peine touché à son petit déjeuner, informa la gouvernante lors du premier appel. Elle est assise sur le canapé, regardant par la fenêtre. Au deuxième appel, j'ai réussi à la faire manger un peu de soupe, mais elle ne parle presque pas. Au troisième, elle a un peu dormi, mais s'est réveillée en criant à nouveau. Je pense qu'elle fait d'horribles cauchemars. Vers midi, son téléphone sonna. C'était l'un des enquêteurs, Monsieur Silva, nous avons découvert d'autres choses. Au cours des 6 derniers mois, il n'y a eu qu'un seul enregistrement d'une femme nommée Ivandra admise dans un hôpital de la zone. Elle a été soignée aux urgences après un accident, mais son dossier est incomplet, comme si elle avait disparu du système. Anselmo sentit son sang se glacer dans ses veines. « Quel type d'accident ?» demanda-t-il. Il ne spécifia pas, mais il y avait un détail curieux. Elle avait été transportée par une ambulance privée, et non par le service public. Continuez à enquêter, je veux tout savoir sur cette ambulance, sur l'hôpital, sur les médecins qui l'ont soignée. Anselmo sentit son estomac se nouer. Après avoir raccroché, il retrouva Elara qui l'observait attentivement. « C'est au sujet de ma mère, dit-elle. » Il hésita un moment, puis acquiesça. « Nous la cherchons. Tu te souviens, certaines personnes nous aident. On va la retrouver. Je vais essayer, Elara, je te promets que je vais essayer. » Cette nuit-là, après qu'Elara se fut enfin endormie, vêtue d'un nouveau pyjama à motif d'unicorne, Anselmo se réunit à nouveau avec son avocat.
La situation est plus compliquée qu'il n'y paraît, dit le docteur Roberto. Si cette femme a vraiment disparu dans des circonstances suspectes, cela suggère qu'il vaudrait peut-être mieux alerter les autorités. La police dispose de moyens que les détectives privés n'ont pas. Anselmo secoua la tête. Non, pas question d'impliquer la police, et Lara serait probablement envoyée dans un refuge. Tu n'as pas vu comment elle était quand je l'ai trouvée, et si nous ne retrouvons pas sa mère? La question plana dans l'air tel un nuage lourd. Anselmo ne voulait pas penser à cette éventualité. Un cri aigu déchira la nuit, faisant sursauter les deux hommes de leur chaise. Anselmo courut vers la chambre d'Elara, la trouvant assise sur le lit, tremblante violemment. « Il est ici, sanglotait, papa est ici, il voulait m'emmener. » « Ce n'était qu'un rêve, dit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu es en sécurité ici. Ne le laisse pas te retrouver, » implora-t-elle, agrippant la manche de sa chemise. « S'il te plaît, ne le laisse pas. Je ne laisserai personne te faire du mal ici. » Et Lara continua de trembler, sans lâcher sa chemise. Après quelques minutes, elle demanda à voix basse, « Puis-je dormir avec Rosa dans ta chambre ?» Anselmo hésita, ne sachant rien sur les enfants, sur comment gérer les traumatismes, sur ce qui était approprié ou non, mais la peur dans ses yeux était si réelle, si palpable. « D'accord, » répondit-elle finalement. Elle prit son ourson et suivit Anselmo jusqu'à sa chambre. C'était une pièce immense, avec un lit king size qui paraissait encore plus grand par son absence constante. Et Lara se recroquevilla dans un coin, serrant Rosa contre elle. Anselmo se coucha de l'autre côté, en maintenant une distance respectueuse. Ils restèrent silencieux pendant longtemps, jusqu'à ce que la respiration d'Elara devienne plus régulière, indiquant qu'elle s'était endormie. Il resta éveillé, observant cette petite silhouette recroquevillée dans son immense lit. Comment se pouvait-il qu'en seulement 2 jours, sa vie ait autant changé? Il y a 48 heures, sa plus grande préoccupation était un projet millionnaire sur le point d'échouer. Maintenant, tout ce à quoi il pouvait penser, c'était à une fillette effrayée et à sa mère disparue. Son téléphone vibra silencieusement, un message de l'enquêteur, urgent, Ricardo Mendes a des connexions avec un réseau de trafic d'organes. L'ambulance a peut-être été utilisée pour kidnapper des personnes et les emmener dans des cliniques clandestines. Anselmo sentit son sang se glacer dans ses veines. Que s'était-il passé avec Ivandra, et comment le raconterait-il à Elara si ses soupçons se confirmaient? La fillette bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose d'inintelligible. Il l'observa, ressentant une vague de protection si forte qu'elle faillit l'étouffer. Peu importe ce qu'il découvrirait, il ne laisserait pas qu'elle souffre davantage qu'elle n'avait déjà souffert. Mais tandis que le sommeil tardait, une question résonnait dans son esprit. Jusqu'où était-il prêt à aller pour tenir cette promesse? Le jour se leva, gris, avec une bruine fine typique de Sao Paulo. Anselmo se réveilla pour trouver Elara encore profondément endormie, agrippée à son ourson. Pendant la nuit, elle s'était rapprochée, comme cherchant inconsciemment de la protection. Il se leva avec précaution pour ne pas la réveiller et se rendit à la cuisine, où Donna Cecilia préparait déjà le petit déjeuner. « Comment as-tu passé la nuit ?» demanda-t-elle à voix basse à la gouvernante. « Mieux, je pense, depuis qu'elle est allée dans ma chambre, elle n'a plus fait de cauchemar. » Donna Cecilia hocha légèrement la tête. « Elle se sent en sécurité avec monsieur Anselmo ?» ne répondit-il pas. Comment expliquer le tourbillon d'émotions qu'il ressentait, l'instinct de protection, la peur d'échouer, la colère face à ce qu'on lui avait fait? Son téléphone vibra de nouveau, un message de l'enquêteur, « Nous devons parler en personne, c'est délicat », répondit-il en fixant un rendez-vous dans 2 heures dans son bureau. En revenant dans la chambre, il trouva Elara éveillée, assise sur le lit, les yeux écarquillés. « Je pensais que tu étais partie, » dit-elle à voix basse. « Je ne vais nulle part, » répondit-il en s'asseyant sur le bord du lit. « Tu veux prendre le petit déjeuner ?» Donna Cecilia prépara des crêpes. Le visage d'Elara s'illumina légèrement dans la cuisine. Elle mangea 2 crêpes entières, un progrès considérable par rapport au jour précédent. Après le petit déjeuner, Donna Cecilia l'aida à s'habiller avec des vêtements neufs, un jean, un chemisier rose et un manteau lilas. « Il faut que j'aille travailler, » dit Anselmo, « mais je reviens tout de suite. » La panique refit surface dans les yeux d'Elara. « Ça ne prendra pas longtemps, je te le promets, et Donna Cecilia restera avec toi. Peut-être pourront-ils organiser tes vêtements neufs. » La petite fille ressentait encore très clairement de l'anxiété. Avant de partir, Anselmo l'avait vue prendre le sac à dos de la princesse Sofia, admirant avec révérence les détails scintillants. Au bureau, l'enquêteur l'attendait déjà.
C'était un homme d'âge moyen avec de profondes cernes qui laissaient deviner des nuits blanches. « Que as-tu découvert » demanda Anselmo. Sans détour, nous avons réussi à tracer l'ambulance qui a emmené Yvandra. Elle est entrée à l'hôpital Santa Cruz à 23h47 le 15 mars. Le dossier médical indique un traumatisme crânien grave après un accident. Mais il n'existe aucun registre d'un quelconque accident, aucune intervention policière, aucun appel au secours, c'est comme si elle était tout simplement apparue. Anselmo sentit un nœud se former dans son estomac. Continue. L'ambulance appartient à MedPrime, dit l'enquêteur. Comme nous le savions déjà, mais nous avons découvert que cette entreprise n'est qu'une façade. Ils organisent un stratagème, ils choisissent des personnes vulnérables, généralement des femmes seules sans famille proche, simulent des accidents et les conduisent dans des hôpitaux partenaires. Pourquoi faire? L'enquêteur hésita. Le système est complexe. Certains patients disparaissent tout simplement, d'autres sont transférés vers des cliniques clandestines. Il y a des soupçons de trafic d'organes, mais rien n'a encore été prouvé. Anselmo ferma les yeux, ressentant une vague de nausée, et Yvandra. Elle a été transférée du Santa Cruz 2 jours après son admission. La destination officielle était un hôpital à Campina, mais elle n'est jamais arrivée là. L'ambulance qui assurait le transport a tout simplement disparu en chemin. Personne ne sait, ou personne ne veut dire, où elle est allée. Anselmo se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La bruine s'était transformée en une pluie forte, lavant les vitres du bureau. « Il faut que je la retrouve », dit-il. « Qu'elle soit vivante ou non ?» Il n'arriva pas à achever sa phrase. « Senor Silva, » intervint prudemment l'enquêteur, « ces personnes sont dangereuses. Si nous commençons à poser trop de questions, peu m'importe, utilisez tous les moyens nécessaires, l'argent n'est pas un problème. » Quand il rentra chez lui, il découvrit une scène qui le surprit. Elara était assise sur le tapis du salon, entourée de plusieurs dessins éparpillés un peu partout. Donna Cecilia avait fourni du papier et des crayons de couleur, et la petite fille dessinait, concentrée. « Qu'est-ce que tu dessines » demanda-t-il en s'approchant. Elara leva l'un des papiers. C'était un dessin simple, réalisé avec des traits enfantins, représentant deux figures se tenant par la main, l'une grande et l'autre petite. « C'est toi et moi » expliqua-t-elle timidement. Anselmo sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il prit le dessin avec soin, comme s'il était précieux. « Puis-je garder le visage d'Elara » Elle s'illumina d'un sourire timide et saisit un autre dessin, celui-ci montrant une femme aux cheveux longs. « C'est ma mère, » dit-elle, la voix se faisant triste. « J'ai dessiné pour ne pas oublier à quoi elle ressemble. » Anselmo s'assit sur le tapis à côté d'elle. « Raconte-moi encore sur elle. » Elara serra ses genoux tout en tenant le dessin. Elle me chantait toujours avant de dormir et me faisait des tresses dans les cheveux tous les jours avant d'aller travailler. Sa main se porta inconsciemment vers sa tête chauve. Elle travaillait dans une grande maison en faisant le ménage. C'était loin, il fallait prendre 2 bus. Tu te souviens d'où c'était ? Elle secoua la tête. Je sais seulement que c'était après le terminal. Elle partait très tôt, alors qu'il faisait encore sombre, et ce jour-là, le jour où elle n'est pas revenue. Les yeux d'Elara se remplirent de larmes. Elle avait promis qu'elle ramènerait du chocolat. J'attendais à la fenêtre. Papa s'est fâché et a dit qu'elle nous avait abandonnés. Il a commencé à boire ce liquide dégoûtant. Sa voix faiblit. Anselmo attendit patiemment qu'elle continue. Il changeait quand il buvait, il criait, il cassait des choses. Une fois, il m'a secoué. Une fois, il m'a poussé si fort que je me suis cogné la tête, il y avait beaucoup de sang. C'est alors qu'il t'a emmené à l'hôpital. Elle hocha la tête. Après cela, il a disparu lui aussi. Il avait dit qu'il irait acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu. Anselmo sentit la colère monter en lui. Comment quelqu'un peut-il abandonner un enfant comme ça? Combien de temps es-tu resté seul à la maison? Je ne sais pas, très longtemps. Je mangeais ce qu'il y avait dans le placard. Quand tout fut fini, j'avais très faim, alors j'ai dû sortir chercher de la nourriture dans la poubelle. Chaque mot était comme un coup de poignard. Anselmo imagina Elara, si douce et fragile, luttant pour survivre. « Tu n'es plus. » F, dit-elle, baissant les yeux. « Promets. »« Je te promets, » dit-elle. Puis elle se remit à dessiner, plus animée. Anselmo observait en silence, son esprit travaillant furieusement. Il devait retrouver Yvandra, ou au moins découvrir ce qui lui était arrivé, car Elara méritait de connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Cette nuit-là,
Après qu'Elara s'était à nouveau endormie dans sa chambre, blottie contre son ourson rose, Anselmo passa d'autres appels. Il utilisa tous ses contacts, promit des faveurs, offrit de l'argent. Quelqu'un, quelque part, devait savoir ce qui était arrivé à cette ambulance. Il était sur le point d'abandonner quand son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Sonor Silva », dit une voix féminine, clairement nerveuse, « Je travaille à l'hôpital Santa Cruz, je sais ce qui est arrivé à Ivandra. » Anselmo sentit son cœur s'accélérer. « Je vous écoute. » « Je ne peux pas en dire beaucoup, il surveille les appels, mais elle est vivante, elle est dans une clinique à Itacra. » « Non, elle n'est pas bien, mais elle est vivante. » La communication fut coupée avant qu'il ne puisse poser plus de questions. Il essaya de rappeler, mais le numéro ne répondait plus. Il regarda Elara dormir paisiblement et prit une décision. Quoi qu'il en coûte, il ramènerait Ivandra pour sa fille. Le lendemain matin, Anselmo se réveilla avec une légère pression sur son bras. Durant la nuit, Elara s'était rapprochée encore plus, utilisant son bras comme oreiller, son visage paisible dans un sommeil débarrassé des ombres de peur qui l'habitaient d'ordinaire. Avec précaution, pour ne pas la réveiller, il attrapa son téléphone. Il y avait des dizaines de messages de ses enquêteurs, tous rapportant la même information frustrante. Aucune clinique enregistrée à Itacra ne correspondait au profil recherché. Ce mouvement fit bouger Elara, qui ouvrit lentement les yeux, semblant confuse un instant. « Bonjour », dit-il doucement. Elle sourit, un sourire toujours timide mais sincère. « Bonjour, papa, ça va ?» Elle hocha la tête en se serrant plus fort dans ses bras. « Je n'ai pas fait de cauchemar aujourd'hui. » C'était un petit progrès, pensa Anselmo. Chaque sourire, chaque nuit sans cauchemar, était une petite victoire. Dans la cuisine, Donna Cecilia préparait déjà le petit déjeuner. L'odeur d'un gâteau au chocolat tout juste sorti du four remplissait la pièce. « Je me suis dit que notre princesse aimerait quelque chose de spécial aujourd'hui, » dit la gouvernante en faisant un clin d'œil à Elara. La fillette s'assit à la table, ses yeux brillants en voyant le gâteau. Elle mangea 2 parts entières, se léchant les doigts ensuite, dans un geste si enfantin et naturel que le cœur d'Anselmo se serra quelques instants. Elle n'était qu'une enfant normale, sans traumatisme ni blessure. « Je dois sortir aujourd'hui, » dit-il après le petit déjeuner, « mais je ne vais pas tarder. » La panique habituelle refit surface dans les yeux d'Elara. « Promets-moi que tu reviendras, » supplia-t-elle. « Je te le promets, » répondit-il, et ajouta, « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Il sortit de sa poche un petit téléphone portable. « Si tu as besoin de parler avec moi, il te suffit d'appuyer sur ce bouton. Mon numéro est déjà enregistré. » Elara prit l'appareil avec révérence, comme s'il s'agissait d'un objet magique. « Je n'ai jamais eu de téléphone avant. Maintenant j'en ai un et tu peux m'appeler quand tu veux. » Elle hocha la tête en rangeant le téléphone dans la poche de sa nouvelle robe que Donna Cecilia l'avait aidé à enfiler, un modèle bleu clair avec de petits papillons brodés. Avant de partir, Anselmo l'observa assise sur le tapis du salon, en train de dessiner. Ses cheveux commençaient à pousser, formant une raie très fine et claire qui recouvrait le cuir chevelu, auparavant exposé, les blessures étant presque cicatrisées. Dans la voiture, il appela son enquêteur principal. « Je veux que toutes les cliniques d'Itacra soient repérées, qu'elles soient régulières ou irrégulières, surtout les irrégulières. »« Sonor Silva, cela peut être dangereux, » intervint l'enquêteur. « Ces cliniques clandestines sont généralement protégées. »« Peu m'importe, trouvez-les. »« Demain, dans votre bureau. » Plus tard, dans son bureau, Anselmo tenta de se concentrer sur des rapports et réunions, mais son esprit revenait sans cesse à Elara. Son téléphone sonna plusieurs fois, c'était elle, simplement pour dire « coucou » ou raconter un nouveau dessin qu'elle avait fait. Vers midi, il reçut un message différent. « Sonor Silva, nous avons trouvé quelque chose, une clinique abandonnée en périphérie d'Itacra. Des habitants locaux rapportent des mouvements d'ambulance pendant la nuit. » Son cœur s'accéléra. Serait cela qu'il garde Ivandra ? Continuez à enquêter, répondit son contact. Non, pas maintenant, je prends le relais. Il était sur le point de sortir quand son téléphone sonna de nouveau. C'était Elara. Anselmo, dit-elle, d'une voix tremblante, il y a un homme étrange qui regarde par la fenêtre. Il sentit son sang se glacer. Quel homme ? Je ne sais pas, mais il me regarde. Où est Donna Cecilia ? Elle est dans la cuisine. Va la voir maintenant. Ne t'approche pas de la fenêtre, je rentre à la maison. Pendant tout le trajet, son cœur battait la chamade. Il était persuadé qu'il était suivi, probablement depuis qu'il avait commencé à enquêter sur la disparition d'Ivandra.
En arrivant chez lui, il trouva Elara blottie dans les bras de Donna. « Il est resté ici très longtemps », dit la gouvernante en pointant du doigt la fenêtre, « il n'est parti que lorsque j'ai menacé d'appeler la police. » Anselmo se dirigea vers la fenêtre de l'autre côté de la rue. Une voiture noire était stationnée, et à l'intérieur, un homme l'observait fixement. Lorsque leurs regards se croisèrent, l'homme démarra et s'enfuit à toute vitesse. « Je ne veux pas qu'elle reste près des fenêtres », déclara Donna Cecilia, « et je vais renforcer la sécurité du bâtiment. » Cette nuit-là, Elara refusa de dormir dans sa propre chambre, même dans celle d'Anselmo, car chaque bruit la faisait sursauter. « C'était lui », murmura-t-il quand les lumières s'éteignirent. « C'était mon père. » Anselmo ressentit un frisson. « Tu es sûr ? » ?»« Non, je n'ai pas bien vu, mais j'ai ressenti la même chose que quand il était en colère. Il m'attirait contre lui, me laissant me blottir contre sa poitrine. Personne ne te fera de mal ici, je te le promets. » Mais pendant qu'elle finissait de s'endormir, Anselmo restait éveillé, son esprit travaillant furieusement. L'homme dans la voiture ne pouvait pas être le père d'Elara, il était trop jeune. Probablement quelqu'un lié à la clinique, quelqu'un qui voulait envoyer un message. Eh bien, lui aussi avait un message à faire passer le lendemain matin. Après s'être assuré qu'Elara était en sécurité avec Donna Cecilia, il se dirigea vers Ithaca. La clinique abandonnée se trouvait dans une rue étroite et mal entretenue. Le bâtiment de 3 étages avait des fenêtres cassées et des murs tagués, mais quelque chose attira son attention, les serrures étaient neuves. Il se gara à une distance de sécurité et observa pendant 2 heures. Il vit 3 personnes différentes entrer dans le bâtiment, toutes vêtues de blouses blanches. Son téléphone vibra, c'était un message d'Elara. « J'ai fait un autre dessin. C'est toi en train de lutter contre un dragon. » Quelque chose se serra dans sa poitrine. Comment cette petite fille avait-elle pu s'immiscer aussi profondément dans son cœur en si peu de temps? Il regarda de nouveau la clinique. Quelque part à l'intérieur se trouvait peut-être Yvandra, la mère qu'Elara aimait tant et qui lui manquait. Mais comment entrer? Comment en être sûr? La réponse vint de façon inattendue, une ambulance s'arrêta devant le bâtiment. La même ambulance de MedPrime qui avait transporté Yvandra. Anselmo prit plusieurs photos avec son téléphone. Lorsque l'ambulance repartit, il la suivit discrètement. Elle le mena jusqu'à un entrepôt à l'arrière d'une station-service abandonnée. Il s'approcha prudemment et parvint à entendre une partie d'une conversation. Encore une pour transférer ce soir. Le chef ne va pas aimer, il y a déjà des gens qui posent des questions sur cette femme, cette fameuse Yvandra. Le fils de Silva fouine un peu partout. Anselmo sentit son cœur s'accélérer. Alors, elle était vraiment là. Il retourna à sa voiture et appela son avocat. « J'ai besoin de ton aide », dit-il dès qu'il décrocha. « Mais il faut que ce soit sans police, rien d'officiel. »« Qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Je vais sortir Yvandra de là ce soir. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. « Anselmo, » finit par dire l'avocat, « c'est de la folie, ces personnes sont dangereuses. »« Peu m'importe. J'ai promis à Elara que je retrouverai sa mère, si quelque chose tourne mal. As-tu pensé à Elara ? Que deviendra-t-elle si quelque chose t'arrive ? » La question le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'y avait pas pensé. Ces derniers jours, il était devenu la seule personne en qui Elara avait confiance, son refuge. Si quelque chose lui arrivait, son téléphone vibra à nouveau, un autre message d'Elara, « Tu me manques, reviens vite. » Il regarda encore une fois la clinique abandonnée. Il devait être plus malin. Il ne pouvait pas simplement envahir l'endroit, cela mettrait non seulement sa vie en danger, mais aussi celle d'Yvandra. « Tu as raison, » dit-il à l'avocat, « il faut que je réfléchisse mieux. » Mais en conduisant de retour chez lui, son esprit commença déjà à élaborer un plan différent. Ce ne serait ni rapide ni facile, mais ce serait plus sûr. Il retrouva Elara dans le salon, entourée de nouveaux dessins. Quand il la vit, il se précipita pour la prendre dans ses bras. Un autre petit progrès qui fit fondre son cœur. « Regarde ce que j'ai fait, » dit-elle en le tirant par la main jusqu'au dessin. Il y avait plusieurs scènes, lui et elle dans le parc, à la plage, dans un château. Dans tous les dessins, il souriait, et dans un coin de chaque page se trouvait une silhouette aux longs cheveux observant la scène. « C'est maman, » expliqua Elara, « elle nous regarde de loin. » Anselmo sentit des larmes monter dans ses yeux. « Je vais te la ramener, » promit-il en serrant Elara fort, « j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » Les jours qui suivirent furent un mélange d'angoisse et de petite joie. Anselmo partageait son temps entre la planification du sauvetage d'Yvandra et la création de moments de normalité pour Elara.
La petite fille s'épanouissait petit à petit, ses sourires devenant plus fréquents et ses cauchemars se raréfiant. Par un matin particulièrement ensoleillé, Donna Cecilia suggéra une promenade dans le parc de l'immeuble. Anselmo hésita au début, depuis l'incident avec l'homme mystérieux à la fenêtre, il craignait d'exposer Elara. Mais en voyant l'éclat d'expectative dans ses yeux, il ne put refuser, même pour un petit moment. D'accord, nous resterons près de chez nous. Le parc était presque désert à cette heure-là. Elara, vêtue d'une robe jaune et de la tiara que Donna Cecilia lui avait donnée, courut vers les balançoires. Elle s'arrêta un moment, hésitante, comme si elle ne savait pas exactement quoi faire. « Tu veux que je te pousse ?» proposa Anselmo. Elle hocha timidement la tête. Quand la balançoire commença à monter, un son merveilleux emplit l'air. Elara riait, non pas d'un rire contenu, mais d'un éclat de rire d'enfant, plus fort qu'elle ne l'avait demandé, les yeux étincelants. Anselmo obéit, son cœur se légègera pour la première fois depuis des jours. Pendant quelques instants magiques, il n'y avait plus qu'un père et sa fille jouant dans le parc. Le moment fut interrompu par la sonnerie de son téléphone. C'était son enquêteur. « Sonor Silva, nous avons obtenu plus d'informations sur la clinique. Ils vont transférer des patients ce soir. Yvandra figure sur la liste. » Anselmo sentit son cœur se serrer. « Où vont-ils l'emmener ? » Nous ne savons pas exactement, mais nous avons intercepté une communication à propos d'un hôpital à Campina. Il semble qu'ils veuillent se débarrasser des preuves. Ils deviennent nerveux à cause de votre enquête. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Sonor Silva, l'enquêteur hésita, il y a encore une chose, son état de santé n'est pas bon. D'après ce que nous avons découvert, elle est dans le coma depuis l'accident. Cette information frappa Anselmo comme un coup de poing dans l'estomac. Comment allait-il expliquer cela à Elara ? Papa, appela la fillette depuis la balançoire. Elle avait commencé à l'appeler ainsi il y a quelques jours, et chaque fois, quelque chose se serrait en lui. Regarde comme je monte. Il força un sourire en rangeant son téléphone. Je vois, princesse, tu es presque en train de voler. Plus tard, après qu'Elara se fut endormie, cette fois dans sa propre chambre, un autre petit progrès se produisit. Anselmo réunit son équipe de sécurité. Je veux que toutes les entrées et sorties de cette clinique soient surveillées, ordonna-t-il. Nous devons savoir exactement quand le transfert aura lieu. Puis il demanda à son chef de sécurité. Et alors, nous les intercepterons légalement. Bien sûr, ajouta-t-il en voyant l'expression préoccupée de l'homme, j'ai un plan. Le plan était risqué, mais il pouvait fonctionner. Son avocat avait obtenu une ordonnance judiciaire pour enquêter sur la clinique, non pas à cause d'Yvandra en particulier, mais en raison de soupçons d'irrégularité fiscale. C'était une petite faille, mais suffisante pour agir. Alors qu'il analysait les détails, il entendit un cri venant de la chambre d'Elara. Il se précipita et la trouva assise sur son lit, tremblante. « J'ai rêvé d'elle, » dit la fillette en sanglotant. Elle m'appelait, mais je n'arrivais pas à la rejoindre. Anselmo s'assit sur le lit, ramenant Elara sur ses genoux. Elle se blottit contre sa poitrine, encore tremblante. « Elle va revenir, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à voix basse. « Tu as promis que je te la ramènerais, confirma-t-il. Mais, Elara, il faut que je te dise quelque chose. » Elle leva les yeux, appréhensive. « Ta mère, elle est malade. Elle aura besoin de soins spéciaux quand elle reviendra. » « De quel genre de malade ?» demanda Anselmo en choisissant soigneusement ses mots. « Elle dort, comme la Belle au bois dormant. Tu te souviens du film qu'on a regardé ?» Elara hocha lentement la tête. « Elle va se réveiller. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour l'aider à se réveiller, je te le promets. » La fillette resta silencieuse pendant un long moment, digérant l'information. « Puis-je rester avec toi jusqu'à ce qu'elle se réveille ?» demanda-t-elle enfin. « Tu peux rester avec moi aussi longtemps que tu voudras, » répondit-il, sentant les larmes monter dans ses yeux. Cette nuit-là, Elara se rendormit dans sa chambre tandis qu'Anselmo recevait constamment des mises à jour de son équipe. L'ambulance arriva, informa son agent de sécurité. Il prépare 4 patients pour le transfert. « Es-tu sûr qu'Yvandra est parmi eux ?»« Oui, » confirma-t-il après avoir vérifié auprès d'une infirmière. Anselmo regarda Elara une fois de plus. Il ne pouvait pas échouer, non seulement pour elle, mais aussi pour ceux qui comptaient sur lui. Son téléphone vibra avec un nouveau message. Il déplace les patients maintenant. C'était le moment qu'ils avaient planifié. Son équipe était positionnée stratégiquement le long du trajet que l'ambulance devait suivre.
À la première halte, à un feu, des agents de justice, dûment rémunérés, interviendraient avec l'ordonnance judiciaire. Les minutes qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Chaque vibration du téléphone faisait bondir son cœur. Enfin, le message tant attendu arriva. Ambulance, ordre exécuté. Yvandra est en route vers l'hôpital São Luís. Anselmo laissa échapper un soupir qu'il ne s'était même pas rendu compte de retenir. Il regarda Elara, endormie paisiblement, blottie contre son ourson rose. « Nous y sommes arrivés », murmura-t-il en lui embrassant doucement le front. « Nous avons retrouvé ta mère. » Mais en regardant le lever du soleil par la fenêtre, il savait que la bataille ne faisait que commencer. Retrouver Yvandra n'était que la première étape. Il fallait maintenant la ramener, la réveiller de son profond sommeil, et il y avait aussi la question qui le tourmentait. Que se passerait-il lorsqu'elle se réveillerait? Comment serait la dynamique entre eux? Ces derniers jours, elle s'était attachée à lui d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé possible. L'idée de la perdre? Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était l'hôpital. Sonore Silva, la patiente est stable mais son état est grave. Vous devez venir au plus vite pour discuter des options de traitement. Il regarda une fois de plus Elara, se demandant comment il allait lui expliquer, comment la conduire voir sa mère dans cet état. Le soleil levant projetait des ombres dorées dans la chambre, illuminant le visage serein de la fillette. Quoi qu'il arrive, il était certain d'une chose, il ferait tout pour la protéger, pour s'assurer qu'elle ne souffre plus jamais comme avant. Mais d'abord, il devait ramener sa mère. L'hôpital São Luís était silencieux lorsqu'Anselmo y arriva aux premières heures du matin. Il avait laissé Elara dormir sous les soins de Donna Cecilia, lui promettant de revenir rapidement. La fillette avait pleuré en le voyant partir, mais il devait vérifier l'état d'Yvandra avant de l'emmener en visite. Le médecin responsable, le docteur Martins, l'attendait en réanimation. C'était un homme d'âge moyen aux yeux doux derrière des lunettes à monture fine. Son état est délicat, expliqua-t-il en conduisant Anselmo dans le couloir aseptisé. Le traumatisme crânien a causé un édème cérébral sévère. De plus, nous avons constaté des signes de négligence médicale durant son passage dans l'autre clinique, mais elle peut se rétablir. Le médecin hésita. C'est possible, mais je ne peux pas garantir, la blessure est profonde et le temps passe. Ils s'arrêtèrent devant une chambre isolée. À travers la vitre, Anselmo vit Yvandra pour la première fois. C'était une jeune femme, elle ne devait pas avoir plus de 35 ans. Ses longs cheveux noirs, si semblables à ceux qu'Elara avait autrefois, étaient épars sur l'oreiller blanc. « Puis-je entrer » demanda-t-il. Le médecin hocha la tête en lui remettant un masque et une charlotte jetable. Anselmo entra dans la chambre en silence, s'approchant du lit. Le visage d'Yvandra était pâle et immobile, mais il discernait sa ressemblance avec Elara, les mêmes traits délicats, la même forme d'yeux. « Nous allons ramener ta fille » murmura-t-il, sachant qu'elle ne pouvait pas l'entendre, mais elle ressentait tellement son absence. Soudain, l'un des moniteurs se mit à sonner. Le docteur Martins entra rapidement dans la chambre. La pression intracrânienne augmente, expliqua-t-il en ajustant quelque chose dans la perfusion. Cela arrive parfois, nous devons la maintenir en observation constante. Anselmo quitta la chambre, le cœur lourd. Comment allait-il expliquer tout cela à Elara? De retour chez lui, il trouva la fillette assise sur le canapé, blottie contre son ourson rose. Ses yeux s'illuminèrent en le voyant. « Tu as vu » demanda-t-elle immédiatement. « Comment va-t-elle » Anselmo s'assit à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin. « Oui, je l'ai vue. Elle dort, comme je te l'ai dit. Les médecins s'occupent d'elle. »« Puis-je la voir aussi » hésita-t-il. « Tu peux, mais je dois t'expliquer quelque chose d'abord. » Dans les minutes qui suivirent, il tenta de décrire de la manière la plus simple possible ce qu'Elara verrait à l'hôpital. Les appareils, les tubes, les sons des moniteurs. La fillette écoutait attentivement. Son visage, ce masque de concentration, sera différent de ce dont tu te souviens, conclut-il, mais il est important que tu saches qu'elle est toujours ta mère et qu'elle se bat pour revenir vers toi. Elara hocha solennellement la tête. Puis-je lui apporter un dessin? Bien sûr. La fillette courut chercher son matériel de dessin et passa l'heure suivante, concentrée, à créer une image colorée d'elle, d'Anselmo et d'Yvandra, tous main dans la main, avec de larges sourires sur leur visage, pour qu'elle sache que tout ira bien désormais. Anselmo sentit son cœur se serrer. Comment une enfant qui avait tant souffert pouvait-elle conserver autant d'espoir en se dirigeant vers l'hôpital? Elara tenait le dessin d'une main et celle d'Anselmo de l'autre, vêtue de sa plus belle robe bleue ornée de papillons et de la tiara que Donna Cecilia lui avait donnée.
Tu es jolie, dit-elle en montant dans l'ascenseur. Je veux que ma mère me voie belle. Tu es magnifique, confirma Théil en avalant le nœud dans sa gorge. Avant d'entrer dans la chambre, le docteur Martins parla brièvement avec Elara, lui expliquant simplement ce qu'elle verrait. La fillette écoutait, arborant la même expression sérieuse qu'auparavant. Tu peux lui parler, expliqua le médecin, même endormi, parfois les patients peuvent entendre. Finalement, lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, Elara se figea à la porte, les yeux grands ouverts, fixant la silhouette immobile sur le lit. Pendant un moment terrible, Anselmo craignit qu'elle ne panique. Mais alors, lentement, Elara lâcha sa main et s'avança vers le lit, se mettant sur la pointe des pieds pour mieux voir le visage de sa mère. « Bonjour, maman » dit-elle doucement. « Je t'ai apporté un dessin. » Avec précaution, elle déposa le papier sur la petite table à côté du lit. Puis, avec encore plus de soin, elle toucha la main d'Ivandra. « Ta main est bien chaude, comme avant » commenta-t-elle. Anselmo observait depuis la porte, sentant les larmes couler sur son visage. Elara continua de parler à sa mère, lui racontant ses journées avec lui et Donna Cecilia, ses dessins, son ourson rose. Et Anselmo est très gentil, il prend soin de moi, tout comme tu le faisais. Ne presse pas de te réveiller, d'accord? Nous allons attendre. L'un des moniteurs remarqua une petite modification, rien d'inquiétant, mais suffisante pour attirer l'attention du docteur Martins. Intéressant, murmura-t-il, il semble qu'elle réponde à la voix d'Elara. C'est un bon signe. Cela peut être n'importe quelle réaction, mais c'est encourageant, ajouta Anselmo. Ils rendirent visite à Ivandra tous les jours après cela, et Elara apportait toujours un nouveau dessin, parlant à sa mère de sa journée. Les médecins notèrent de petits changements mais constants dans les schémas cérébraux d'Ivandra lors de ces visites. Une semaine après le premier réveil, les médecins retirèrent le tube de respiration. Le premier mot d'Ivandra fut murmuré, presque inaudible, « Elara ». La fillette, qui était en train de dessiner sur une petite table à côté, sauta de sa chaise. « Maman, toi » dit Ivandra, tentant de sourire malgré la difficulté du mouvement, « mon amour ». Lara monta sur le lit avec soin, se couchant à côté de sa mère. Elle avait tellement manqué. Anselmo observait la scène depuis la porte, le cœur partagé entre joie et appréhension. C'était magnifique de voir mère et fille réunies, mais il ne pouvait s'empêcher de craindre ce qui allait suivre. Au fil des jours qui suivirent, Ivandra se renforça et commença à parler davantage, bien que toujours avec difficulté. Les médecins expliquèrent qu'elle aurait besoin de physiothérapie et d'orthophonie, mais les perspectives étaient bonnes. Un après-midi, pendant qu'Elara était à la cafétéria avec Donna Cecilia, Ivandra appela Anselmo. « Merci » dit-elle, la voix encore rauque d'avoir pris soin d'elle. Anselmo s'approcha du lit et dit « Pas besoin de me remercier. Elle a changé, elle est différente mais heureuse, elle a traversé tant d'épreuves, dit-il prudemment. Mais c'est une enfant forte. » Ivandra ferma les yeux un instant. Ses cheveux, nous avons dû les raser, ils étaient infestés de poux, mais ils repoussent déjà. Une larme coula sur le visage d'Ivandra. « Ma fille, combien de temps ai-je été absente ? » « Presque 6 mois, sanglota-t-elle. « Ma chérie, seule, veux-tu me raconter ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle gentiment. Ivandra prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses forces. « Je travaillais dans une maison de famille, je rentrais tard, une ambulance s'est arrêtée, ils ont dit qu'il y avait eu un accident devant. » Quand elle entra, sa voix faiblit. « Tu n'as pas besoin de continuer si tu ne le veux pas. »« Non, je dois raconter. Ils m'ont injecté quelque chose, puis il n'y eut plus que l'obscurité. » Anselmo sentit la colère monter dans sa poitrine. « Nous allons les dénoncer tous, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. » Ivandra acquiesça légèrement, puis demanda la question qu'il redoutait le plus. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Avant qu'il ne puisse répondre, ils entendirent la voix joyeuse d'Elara dans le couloir. Elle entra en courant dans la chambre, tenant une sucette. « Maman, regarde ce que Donna Cecilia m'a donné. Veux-tu un petit morceau ?» Le visage d'Ivandra s'illumina d'un sourire, le premier sourire véritable depuis son réveil. « Mon amour, » répondit-elle doucement, « maintenant, raconte-moi ta journée. » Elara monta sur le lit, se blottissant soigneusement à côté de sa mère, et commença à raconter à propos de son nouveau dessin, du petit ourson rose, et de la façon dont Anselmo lui avait appris à faire des avions en papier. En observant les deux, Anselmo réalisa que, quoi qu'il advienne ensuite, l'important était qu'Elara avait sa mère de retour. Le reste, il le résoudrait avec le temps. Mais alors qu'il se préparait à quitter la chambre pour leur laisser de l'intimité,
Yvandra l'appela à nouveau. Anselmo se tourna. « Reste encore un peu, demanda-t-elle, je veux aussi entendre ta version. » Et ainsi, assis sur une chaise à côté du lit, avec Elara entre eux, Anselmo commença à raconter sa partie de l'histoire. La rencontre dans la rue, la décision impulsive d'aider, les petits moments qui avaient changé sa vie à jamais. À un moment de la narration, il sentit la main d'Elara saisir la sienne, tandis que l'autre main de la fillette tenait celle d'Yvandra. C'était comme si, à sa manière innocente, elle tentait de construire un pont entre leurs deux mondes. Les jours à l'hôpital prirent une routine propre. Le matin, Anselmo emmenait Elara rendre visite à sa mère, et les deux passaient des heures ensemble à converser, dessiner, rattrapant le temps perdu. L'après-midi, pendant qu'Yvandra faisait de la physiothérapie, Elara restait avec Donna Cecilia à la maison. Les progrès d'Yvandra étaient remarquables. En 2 semaines, elle pouvait déjà s'asseoir seule sur le lit et tenir des conversations plus longues, bien qu'elle se fatiguât encore facilement. Sa mémoire de la période de captivité était fragmentée, mais peu à peu, certains souvenirs revenaient. « Je me souviens de voix », lui dit-elle un après-midi, après le départ d'Elara, des gens qui parlaient de vendre des organes, mais je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier. Anselmo lui serra doucement la main. « Tu n'as pas besoin de parler de cela si tu ne le veux pas. » « J'ai besoin, insista-t-elle, j'ai besoin de comprendre pourquoi ont-ils fait cela ? C'était de mauvaises personnes, répondit-il simplement, mais ils ne pourront plus te faire de mal. Yvandra ferma les yeux, des larmes coulant sur son visage. Ma fille, ce qu'ils ont fait à elle, après que son père a commencé. Anselmo, prudemment, dit, il l'a abandonné, compléta Yvandra, d'une voix amère, il a toujours été violent, il buvait beaucoup, j'endurais cela pour elle, mais Elara m'a parlé de la cicatrice à la nuque. Le visage d'Yvandra se tordit de douleur. C'est pour cela que j'ai pris cet emploi loin d'ici. J'économisais de l'argent, planifiant de m'enfuir avec elle, mais alors sa voix s'éteignit. Anselmo attendit patiemment qu'elle reprenne. Comment as-tu survécu seule dans la rue ? Elle est forte, comme sa mère, répondit-elle, et un petit sourire apparut sur le visage d'Yvandra. Elle a tellement changé, elle est plus confiante, plus heureuse, c'est grâce à toi. Non, c'est parce qu'elle t'a retrouvé, acquiesça Anselmo. Yvandra l'observa un moment. Tu l'aimes, n'est-ce pas ? La question le surprit. Je le vois dans tes yeux, dans la façon dont tu la regardes, comme un père. Anselmo sentit un nœud à la gorge. Je ne veux pas prendre ta place. Tu ne la prends pas, dit-elle doucement, tu crées la tienne. Avant qu'ils ne puissent poursuivre leur conversation, Elara revint en courant dans la chambre, portant un nouveau dessin. Regarde, maman, j'ai fait notre famille sur le papier. 3 silhouettes se tenant par la main, Yvandra avec ses longs cheveux, Elara avec une robe de princesse et Anselmo en costume, tous souriants, tous ensemble. Yvandra regarda le dessin longuement, puis sa fille et enfin Anselmo. C'est une belle famille, murmura-t-elle doucement. Ce soir-là, après qu'Elara s'endormit, Anselmo reçut un appel de son avocat. La police voulait interroger Yvandra. Elle l'informa à propos de la clinique clandestine, elle n'était pas encore assez forte. Je sais, mais c'est important. Plus le temps passe, plus il devient difficile de rassembler des preuves. Anselmo soupira, je vais en parler avec elle demain. Mais le lendemain matin, en arrivant à l'hôpital, il trouva Yvandra agitée. Il a été ici, dit-elle. Dès que je l'ai vu, celui qui est le père de Lara est passé dans le couloir en regardant à travers les chambres. Une infirmière l'a vu. Anselmo sentit le sang se glacer. Il était absolument sûr qu'il n'oublierait jamais ce visage. Immédiatement, Anselmo appela son équipe de sécurité pour renforcer la protection autour de l'hôpital et instruit également Donna Cecilia de ne pas amener Elara ce jour-là. Il ne s'approchera plus jamais de vous, promit-il à Yvandra. Jamais, dit-elle en serrant sa main, j'ai peur, pas pour moi, mais pour elle. Rien ne lui arrivera, je te le promets. Mais cet après-midi-là, alors qu'il discutait avec les médecins de la possibilité de libérer Yvandra, son téléphone sonna. C'était Donna Cecilia, paniquée. Sonore Anselmo, Elara, elle a disparu. Comment ça, disparu ? Nous étions dans le parc de l'immeuble, je suis allé chercher quelque chose sur le banc. Et quand je suis revenu, elle n'était plus là. Anselmo sentit son monde s'effondrer et appela la sécurité. Oui, ils sont en train de revoir les caméras maintenant, mais, sonore Anselmo, il y a autre chose, un homme. Les agents de sécurité avaient vu un homme étrange rôder autour de l'immeuble plus tôt, ils pensaient que c'était juste un mendiant de plus, mais maintenant. Anselmo raccrocha et se précipita dans la chambre d'Yvandra. Nous avons besoin de ton aide, dit-il en essayant de garder une voix calme.
Où aurait-il pu l'emmener? Le visage d'Yvandra pâlit. Emmener? Non, non, nous allons la retrouver, promit-il. Mais j'ai besoin que tu te concentres. Où allait-il quand il buvait? Avait-il un endroit précis? Yvandra ferma les yeux, se forçant à réfléchir. Il y avait un bar près de la maison, le petit coin de Zé. Il y passait des heures. Il se trouve à Villa Prudente, rue Adas Acacia. Anselmo était déjà en train d'appeler son équipe lorsqu'Yvandra lui saisit le bras. « Emmène-moi avec toi, tu n'es pas encore sortie, c'est ma fille », l'interrompit-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. « Depuis mon réveil, je ne resterai pas ici pendant qu'elle est avec lui. » Anselmo la regarda un instant, puis acquiesça, « Je vais organiser une ambulance. » « Mais toi, tu restes dedans, d'accord? Tu ne peux pas prendre de risques. » Pendant que les ambulanciers préparaient Yvandra pour le transport, Anselmo recevait des mises à jour constantes de son équipe de sécurité. Les caméras de l'immeuble avaient enregistré un homme en train de parler avec Elara dans le parc. Elle semblait effrayée, mais elle l'avait suivi sans résistance. « Elle a dû le reconnaître, » dit Yvandra, des larmes coulant sur son visage, « elle doit être terrifiée en chemin vers Villa Prudente. » Anselmo tentait de rester calme, mais son cœur battait la chamade. Comment n'avais-je pas prévu cela? Comment avais-je laissé ce monstre s'approcher de ma fille? Le bar se trouvait dans une ruelle étroite et à peine éclairée, il était fermé à cette heure-là, mais une lumière s'échappait par une fissure dans la porte de derrière. Là, indiqua Yvandra depuis l'ambulance, il connaît le propriétaire, il a une entrée secrète. Anselmo fit signe à son équipe de se positionner, ne voulant pas impliquer la police, de peur d'effrayer l'homme et de mettre Elara en plus grand danger. C'est alors qu'ils entendirent la voix d'Elara, forte et effrayée. « Papa, s'il te plaît, non. » Le son fit tenter à Yvandra de se lever du brancard, mais les ambulanciers la maintinrent. « Ma chérie, sanglota-t-elle, s'il te plaît, sauve-la. » Anselmo n'avait jamais ressenti autant de colère dans sa vie. D'un geste, il ordonna à son équipe de forcer la porte. Ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur fit bouillonner son sang. Le bar était sombre et poussiéreux, avec une forte odeur d'alcool et de moisi. Au centre de la pièce, Elara était recroquevillée dans un coin, serrant ses genoux, sa nouvelle robe était sale et déchirée, et des traces de larmes marquaient son visage. Devant elle, un homme titubait en tenant une bouteille vide. « Tu es ma fille », criait-il d'une voix altérée par l'alcool. « Pas de cette femme faible, ni de cet homme riche prétentieux », murmura Elara, tremblante. « S'il te plaît. » L'homme rit amèrement. « Quelle maison? Cette maison pleine de manières délicates n'est pas pour toi, ta place est ici avec moi. » Lorsque la porte fut forcée, l'homme se retourna brusquement, trébuchant sur ses propres pieds. Ses yeux injectés se fixèrent sur Anselmo. Alors, Anselmo s'avança, maîtrisant la colère qui menaçait de le consumer, et dit « Lâche-la, maintenant. » L'homme tenta de se dégager, mais des années d'alcool avaient érodé sa force, et 2 agents de sécurité l'immobilisèrent facilement. Anselmo se précipita vers Elara, qui tremblait violemment. « Tout va bien maintenant, princesse », murmura-t-il en l'enlaçant dans ses bras. « Tout va bien, je vais te ramener à la maison. » Elle s'accrocha à lui comme si sa vie en dépendait, sanglotant contre sa poitrine. « Pardon », murmurait-elle entre les larmes. « Il a dit qu'il ferait du mal à maman si je ne venais pas avec lui. Ce n'est pas ta faute, tu as été très courageuse dehors. » Ils entendirent alors la voix d'Yvandra. « Ma fille, où est ma fille? » « Maman » cria Elara. Anselmo la transporta dehors. Yvandra était allongée sur le brancard de l'ambulance, se débattant contre les ambulanciers qui tentaient de la maintenir allongée. Lorsqu'elle vit Elara, elle étendit ses bras tremblants. Anselmo posa la fillette doucement à ses côtés, et les deux s'embrassèrent en pleurant. « Mon amour, murmurait Yvandra en couvrant le visage de sa fille de baisers, « tu vas bien? Il t'a blessé, Elara ?» Elara secoua la tête. « Ça va, maman, je veux juste rentrer à la maison. » Les ambulanciers insistaient pour ramener Yvandra à l'hôpital, elle n'était pas encore assez forte pour toute cette agitation, mais elle refusait de lâcher Elara. « Viens avec nous, » dit Anselmo à la fillette, « nous pouvons tous aller à l'hôpital. » Sur le chemin, Elara raconta ce qui s'était passé, comment son père l'avait abordée dans le parc en disant qu'il ferait du mal à Yvandra si elle ne venait pas avec lui, comment il l'avait emmenée au bar en criant qu'elle l'avait abandonnée. « Il était différent, » dit-elle à voix basse, plus effrayant qu'avant. Yvandra serra sa main. « Il ne s'approchera plus jamais de toi, » promit-elle. Pendant que les médecins examinaient Yvandra et Elara, Anselmo passa quelques appels. Son avocat obtiendrait immédiatement une ordonnance restrictive.
et son équipe de sécurité garantirait que le père d'Elara ne puisse plus s'approcher d'aucune d'elles. Quand il revint dans la chambre, il trouva mère et fille endormies ensemble dans la zone hospitalière Gamma. Elara était blottie contre Ivandra, tenant encore sa main même dans son sommeil. Il s'assit dans le fauteuil à côté du lit pour les observer. Comme sa vie avait tellement changé en si peu de temps. Il y a quelques semaines, il était un homme solitaire, uniquement axé sur les affaires et l'argent. Maintenant, Ivandra ouvrit lentement les yeux. « Merci, murmura-t-elle. De t'avoir ramené, je te le promets, je te ramènerai toujours. Je vais toujours vous protéger toutes les deux, répondit-il. Elle l'observa un moment. Tu sais, quand j'étais dans cette clinique, prisonnière de l'obscurité, je priais non pas pour moi, mais pour elle, je demandais à Dieu d'envoyer quelqu'un pour prendre soin de ma petite, et il a envoyé. Complet Anselmo. Oui, sourit Ivandra d'un air que je n'aurais jamais imaginé. Ils restèrent silencieux un instant, simplement en observant Elara dormir. Son visage était serein maintenant, libéré de la peur qu'elle avait manifestée plus tôt. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-il enfin. « Comment ça, quand tu seras sorti, où irez-vous » Ivandra caressa les cheveux courts d'Elara, qui repoussaient déjà. « Je ne sais pas, admit-elle. Notre vieille maison, je ne peux pas y retourner, il y a trop de mauvais souvenirs. Restez avec moi. Mon appartement est bien trop grand pour une seule personne, et Elara, elle se sent déjà chez elle là-bas. Je ne peux pas accepter, s'il te plaît, interrompit-il. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour moi. Cette petite fille, elle a changé ma vie. Ivandra m'a fait voir le monde différemment, m'a donné envie d'être une meilleure personne. Ivandra regarda sa fille endormie, puis Anselmo. Elle t'appelle papa, dit-elle doucement. Je sais que je ne le suis pas, l'interrompit-elle, mais tu le es, non par le sang, mais par choix, par amour. Cela a bien plus de valeur. Elara bougea dans son sommeil en murmurant quelque chose d'incompréhensible. Ivandra l'enlaça plus fort. Nous allons rester ensemble, décida-t-elle, au moins pour un temps, jusqu'à ce que l'on voie comment les choses s'arrangent. Anselmo sentit son cœur s'élargir dans sa poitrine. Le temps qu'il vous faudra, le temps que vous voudrez, à l'extérieur de l'hôpital. La nuit, la vie polistana suivait son cours normal. Des voitures klaxonnaient, des gens rentraient chez eux après une longue journée de travail. Mais dans cette chambre, quelque chose de nouveau était en train de naître, une famille différente, construite non pas par des liens de sang, mais par des choix, par l'amour, par le destin. Et en regardant Elara dormir, blottie dans les bras de sa mère, Anselmo sut que sa vie ne serait plus jamais la même, et il ne le souhaitait pas autrement. Alors qu'il ne s'y attendait pas, le téléphone de son paletot vibra. Un message de son avocat l'informait que l'ordonnance de restriction avait été accordée, et que le père biologique d'Elara ne pouvait plus s'approcher d'elle. Mais Anselmo savait qu'il restait encore beaucoup à affronter. Ivandra aurait besoin de temps pour se remettre complètement, Elara aurait besoin d'aide pour surmonter ses traumatismes, et lui, il devrait apprendre à être le père qu'elle méritait. Mais en regardant les deux dormir paisiblement, il sut qu'il affronterait n'importe quel défi, car il avait désormais quelque chose pour lequel se battre, quelque chose de bien plus précieux que tout l'argent qu'il possédait, une famille. Une semaine après l'incident au bar, Ivandra fut finalement sortie de l'hôpital. Sa récupération avait été remarquable, bien qu'elle ait encore besoin de physiothérapie et d'un suivi médical régulier. « Tu es sûr de cela » demanda-t-elle à Anselmo pendant qu'il poussait son fauteuil roulant dans le couloir de l'hôpital. C'était juste par précaution, elle pouvait déjà marcher seule sur de courtes distances. « Absolument, répondit-il. Elara marchait à leur côté, tenant la main de sa mère. Depuis l'incident avec son père biologique, elle était plus attachée que jamais, ne laissant jamais Ivandra ou Anselmo hors de sa vue. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, Donna Cecilia les attendait avec un déjeuner spécial. La gouvernante avait surpassé elle-même, l'odeur délicieuse de lasagne faite maison emplissait tout l'espace. « Bienvenue dans votre nouveau foyer », dit-elle en embrassant chaleureusement Ivandra. Anselmo avait préparé la chambre d'amis pour Ivandra, la transformant complètement. Nouveaux meubles, rideaux clairs, un lit confortable avec des draps doux, une table de chevet, un cadre photo avec la photo d'Elara. « C'est magnifique », murmura Ivandra, émue. « Viens voir ma chambre », appela la mère en tirant Elara par la main. La chambre de la fillette avait aussi été rénovée. Les murs étaient maintenant d'un bleu doux, décorés de papillons colorés, une étagère remplie de livres pour enfants occupait l'un des murs et il y avait un petit bureau où elle pouvait dessiner. « Regarde, j'ai accroché tous mes dessins sur le mur », lui montra-t-elle fièrement, et Anselmo m'a donné tous ses livres. Ivandra observait tout cela en larmes. «
C'était tellement différent de sa vieille maison, de cet endroit petit et sombre où ils avaient vécu dans une peur constante. Pendant le déjeuner, Elara parlait sans cesse, racontant à sa mère toutes les choses qu'elle avait apprises ces dernières semaines. Comment Anselmo lui avait appris à faire des avions en papier, comment Donna Cecilia préparait le meilleur chocolat chaud du monde, comment le concierge de l'immeuble gardait toujours des bonbons pour elle, et elle ajouta avec animation, Anselmo a une bibliothèque entière dans son bureau. Il a dit qu'il allait m'apprendre à lire, dit-elle. Yvandra regarda Anselmo, qui sourit timidement. Si tu me le permets. Bien sûr, dit-il. Bien sûr, je te le permets, répondit-elle doucement. Tu as déjà tant fait pour elle. Après le déjeuner, alors qu'Elara faisait sa sieste habituelle, Anselmo et Yvandra discutèrent sur la terrasse. Comment allons-nous faire, demanda-t-elle. Comment ça? Pour l'école d'Elara, les documents, tout l'aspect légal? Je m'en occupe, répondit-il. Mon avocat s'occupe de tout. Dès que tu seras plus forte, nous pourrons l'inscrire dans une bonne école ici, ajouta-t-il. Yvandra resta silencieuse un moment, regardant la ville qui s'étendait en dessous d'eux. Pourquoi, demanda-t-elle enfin. Pourquoi fais-tu tout cela pour nous? Anselmo réfléchit un instant avant de répondre. Tu sais, avant de rencontrer Elara, ma vie était vide. J'avais de l'argent, du succès, mais pas de but. Elle a tout changé, m'a fait voir le monde différemment, elle a ce pouvoir, sourit Yvandra, de faire aimer les gens. Ce n'est pas tout. Vous deux, ensemble, en voyant l'amour entre mère et fille, me donne envie d'en faire partie, me donne envie d'être une meilleure personne. À ce moment-là, ils entendirent un cri venant de la chambre d'Elara. Ils coururent jusqu'à là et trouvèrent la fillette assise sur le lit, tremblante. Un cauchemar encore, demanda doucement Yvandra en s'asseyant à côté d'elle. Elara hocha la tête en serrant son petit ourson rose dans ses bras. « Papa, il ne peut plus te faire de mal, » dit Anselmo depuis la porte. « Et maman ? » « Comment ça, princesse, si tu vas être mon vrai papa, il ne devrait pas être aussi le père d'elle. » Cette question innocente fit tressaillir les adultes. Yvandra rougit intensément tandis qu'Anselmo semblait avoir perdu ses mots. « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ma chérie, commença-t-elle. Non, vous vivez déjà ensemble, et tu l'aimes, n'est-ce pas, maman? Tu souris différemment quand il est près de toi, ajouta-t-elle. Le silence qui suivit fut chargé de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui avait grandi silencieusement entre eux au cours des derniers mois, dans les regards échangés autour de la table du petit déjeuner, dans les conversations nocturnes sur la terrasse, dans de petits gestes de soin et d'affection. Elara appela Donna Cecilia depuis la cuisine avec un timing parfait. « Viens m'aider à faire des brigadeiros. » La fillette courut, enthousiaste, vers la cuisine, laissant les adultes dans un silence gênant. « Excuse-moi, dit finalement Yvandra. Les enfants disent n'importe quoi. » Il n'est pas nécessaire de s'excuser, répondit Anselmo doucement. Après un moment, il ajouta. Elle n'a pas entièrement tort, tu sais. Les yeux surpris d'Elara s'illuminèrent. Comment ça, tu souris différemment? J'ai aussi remarqué, dit-il, et le rougissement sur ses joues s'intensifia. Anselmo, tu n'as rien à dire, interrompit-il doucement. Je veux seulement que tu saches que ce n'est pas uniquement pour Elara que je suis reconnaissant chaque jour de vous avoir dans ma vie. Avant qu'Yvandra ne puisse répondre, ils entendirent un cri joyeux venant de la cuisine. « Maman, papa, venez voir les brigadeiros que j'ai faits. » Ils échangèrent un sourire et se rendirent à la cuisine, où ils trouvèrent Elara, couverte de chocolat, montrant fièrement un plateau de brigadeiros légèrement de travers. « Ils sont parfaits, » déclara Anselmo en goûtant un. Le reste de la journée fut consacré aux préparatifs pour la petite célébration qu'ils organiseraient le lendemain, lors de la signature officielle des papiers d'adoption, et Elara insista pour aider à décorer la maison en étalant des ballons et des rubans colorés partout. Le soir, après qu'elle s'endormit enfin, non sans avoir fait promettre à tout le monde de la réveiller tôt le lendemain, Anselmo trouva Yvandra sur la terrasse, à sa place habituelle. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Comme la vie est drôle, » répondit-elle, « il y a quelques mois, j'étais enfermée dans cette clinique sans espoir. Je pensais avoir tout perdu, ma liberté, ma fille, ma vie. Et maintenant ? » Elle sourit en regardant les lumières de la ville. « Maintenant, j'ai plus que jamais rêvé, une maison sûre, une fille heureuse, une véritable famille, et un homme amoureux de toi. » Complet Anselmo doucement. Yvandra se tourna vers lui, surprise. « Quoi ? Tu as entendu, » dit-il en prenant sa main doucement, « je n'avais pas prévu cela, je ne m'y attendais pas, mais c'est arrivé.
Je suis tombé amoureux non seulement d'Elara, mais aussi de toi, pour ta force, ton courage, ton cœur immense. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Yvandra. « Tu m'as déjà comme père, » dit-elle doucement, « le papier ne fera qu'officialiser ce qui existe déjà dans le cœur. » « C'est un oui, » sourit-elle en prenant sa main, « c'est un oui. » À cet instant, ils entendirent des pas légers derrière eux. Elara se tenait à la porte de la terrasse, serrant son petit ourson rose. « Je n'ai pas réussi à dormir, » dit-elle timidement. « Viens ici, princesse, » appela Anselmo en tendant les bras. Elara courut vers eux et se blottit entre les deux. « Regarde, combien d'étoiles » s'exclama Elara en pointant vers le ciel. « Elles sont magnifiques » acquiesça Yvandra. « Tu sais que chaque étoile a une histoire » demanda Anselmo. « Tu veux en entendre quelques-unes » Elara hocha la tête avec enthousiasme. Et ainsi, les trois restèrent là, racontant des histoires sur les étoiles, riant ensemble, formant une famille différente, construite à travers la douleur et l'amour, la perte et la rencontre, mais une véritable famille, unie non par le sang, mais par le choix. En regardant Elara s'endormir dans les bras de sa mère, Anselmo sut qu'il avait trouvé son véritable but dans la vie, non pas dans les affaires ou l'argent, mais dans l'amour d'une petite fille qu'il avait choisie comme père, et dans la femme forte qui avait appris à lui faire confiance. L'avenir réservait encore des défis, il y en aurait toujours, mais ils les affronteraient ensemble, comme une famille. Les mois passèrent doucement, comme les pages d'un livre tourné par le vent. L'automne arriva à Sao Paulo, peignant les arbres des jardins de nuances de rouge et d'or. Sur la terrasse d'Anselmo, désormais transformée en un véritable foyer, la vie suivait son cours avec une douceur que personne n'aurait jamais imaginée. Quelques mois plus tôt, Yvandra avait récupéré totalement ses mouvements, bien qu'elle ait encore besoin de séances régulières de physiothérapie. Ses cheveux, autrefois si semblables à ceux d'Elara, avaient repoussé en douces ondulations jusqu'à ses épaules. La peur dans ses yeux avait été remplacée par une sérénité tranquille. Par un matin particulièrement spécial, Anselmo réunit la famille dans le salon. Elara, vêtue de sa robe préférée au bleu avec des papillons et sa couronne inamovible, s'asseyait entre lui et Yvandra sur le canapé. « J'ai quelque chose d'important à vous dire » commença-t-il, le cœur battant un peu plus vite. « Tu te souviens quand nous avons parlé de l'adoption, princesse » Elara acquiesça avec enthousiasme. « Tu vas être mon vrai papa. »« Exactement » ajouta-t-il, en sortant une enveloppe de sa poche. « Les papiers officiels sont arrivés. » Les yeux d'Elara s'écarquillèrent. « C'est prêt, il ne manque presque qu'une chose très importante. » Il se mit à genoux devant elle. « J'ai besoin de savoir si tu le veux vraiment, si tu veux que je sois ton père légalement. »« Mais tu es déjà mon père, » dit-elle avec la simplicité propre aux enfants. « Je sais, princesse, mais cela rendra tout officiel pour toujours. » Elara regarda Yvandra, cherchant son approbation. Sa mère sourit, les larmes brillant dans ses yeux. « C'est ta décision, mon amour. » La fillette n'hésita pas, sauta du canapé et serra Anselmo fort dans ses bras. « Oui, je le veux vraiment. » Anselmo la serra en retour, sentant son propre visage mouillé de larmes. Lorsqu'ils se séparèrent, Elara arborait une expression curieuse. « Et maman ? » ?»« Comment ça, princesse ? Si tu vas être mon vrai papa, ne devrait-il pas aussi être le père d'elle ?» Cette question innocente fit tressaillir les adultes. Yvandra rougit intensément tandis qu'Anselmo semblait à court de mots. « Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ma chérie, » commença-t-il. « Non, vous vivez déjà ensemble, et tu l'aimes, n'est-ce pas, maman ? Tu souris différemment quand il est près de toi, » ajouta-t-elle. Un silence chargé de quelque chose de nouveau s'installa, quelque chose qui avait grandi silencieusement entre eux au fil des derniers mois, dans les regards échangés autour du petit déjeuner, dans les conversations nocturnes sur la terrasse, dans de petits gestes de tendresse. Elara appela Donna Cecilia depuis la cuisine au moment parfait. « Viens m'aider à faire des brigadeiros. » La fillette courut, tout excitée, vers la cuisine, laissant les adultes dans un silence quelque peu gêné. « Excuse-moi, » dit finalement Yvandra. « Les enfants disent n'importe quoi. »« Il n'est pas nécessaire de t'excuser, » répondit doucement Anselmo. Après un moment, il ajouta. « Elle n'a pas entièrement tort, tu sais. »« Comment ça, tu souris différemment ?»« J'ai aussi remarqué, » dit-il, tandis que le rougissement sur ses joues s'intensifiait. « Je veux seulement que tu saches que chaque jour, je remercie le ciel de vous avoir, toi et Elara, dans ma vie. » Avant qu'Yvandra ne puisse répondre, ils entendirent un cri joyeux venant de la cuisine. « Maman, papa, venez voir les brigadeiros que j'ai faits. »
Ils échangèrent un sourire et se dirigèrent vers la cuisine, où ils trouvèrent Elara, couverte de chocolat, exhibant fièrement un plateau de brigadeiro légèrement de travers. « Ils sont parfaits », déclara Anselmo en goûtant un. Le reste de la journée fut consacré aux préparatifs d'une petite célébration qui aurait lieu le lendemain, lors de la signature officielle des papiers d'adoption. Elara insista pour aider à décorer la maison, étalant des ballons et des rubans colorés partout. Le soir, après qu'Elara s'endormit enfin, non sans avoir fait promettre à tout le monde de la réveiller tôt le lendemain, Anselmo retrouva Ivandra sur la terrasse, à leur endroit habituel. « À quoi penses-tu » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Comme la vie est étrange, » répondit-elle, « il y a quelques mois, j'étais enfermée dans cette clinique sans espoir. Je pensais avoir tout perdu, ma liberté, ma fille, ma vie. Et maintenant ?» Elle sourit en regardant les lumières de la ville. « Maintenant, j'ai plus que jamais rêvé, une maison sûre, une fille heureuse, une véritable famille et un homme amoureux de toi. » Complet Anselmo doucement. Ivandra se tourna vers lui, surprise. « Quoi ? Je ne voulais pas que cela arrive ainsi, je ne m'y attendais pas, mais c'est arrivé. Je suis tombé amoureux non seulement d'Elara, mais aussi de toi, pour ta force, ton courage, ton cœur immense. » Des larmes coulaient sur le visage d'Ivandra. « Tu m'as déjà comme père, » dit-elle doucement, « le papier ne fera qu'officialiser ce qui est déjà inscrit dans nos cœurs. » « C'est un oui, » sourit-elle en prenant sa main, « c'est un oui. » À cet instant, ils entendirent des pas légers derrière eux. Elara se tenait à la porte de la terrasse, serrant son petit ourson rose. « Je n'ai pas réussi à dormir, » dit-elle timidement. « Viens ici, princesse, » appela Anselmo en tendant les bras. Elara courut vers eux et se blottit entre les deux. « Regarde, combien d'étoiles » s'exclama-t-elle en pointant vers le ciel. « Elles sont magnifiques » acquiesça Ivandra. « Tu sais que chaque étoile a une histoire » demanda Anselmo. « Tu veux en entendre quelques-unes » Elara hocha la tête avec enthousiasme. Les trois restèrent alors, racontant des histoires sur les étoiles, riant ensemble, formant une famille différente, construite à travers la douleur et l'amour, la perte et la rencontre, mais une véritable famille, complète, enfin heureuse. En tenant Elara entre eux, ils surent qu'ils avaient trouvé quelque chose de précieux, non seulement l'un l'autre, mais un foyer, un lieu où l'amour grandissait chaque jour, où les sourires étaient sincères et les étreintes guérissaient toutes les blessures. L'avenir s'ouvrait devant eux comme une page blanche, prête à être remplie de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouveaux sourires. Et pour la première fois depuis longtemps, ils étaient tous véritablement impatients de découvrir ce que demain leur réserverait. L'aube se leva radieuse, avec un ciel bleu sans nuages au-dessus de Sao Paulo. Elara se réveilla avant tout le monde, courant dans l'appartement en pyjama, incapable de contenir son excitation. « Aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui » fredonnait, sautant sur le lit d'Anselmo. Il ouvrit les yeux en souriant, en voyant le petit visage animé de sa fille. « Fille, désormais il pourrait l'appeler ainsi officiellement, bonjour, princesse, dit-il en la serrant dans ses bras. Papa, à quelle heure allons-nous signer les papiers ? La veille au soir, Anselmo avait surpris Elara avec un cadeau spécial, une robe blanche ornée de petites fleurs bleues brodées, choisie spécialement pour l'occasion. C'était le genre de robe dont chaque fillette rêve, le type de cadeau qu'il n'aurait jamais imaginé offrir à quelqu'un. Ivandra apparut à la porte de la chambre, déjà habillée et avec les cheveux coiffés. « Calme-toi, mon amour, » dit-elle en riant de l'agitation de sa fille, « nous devons encore prendre le petit déjeuner dans la cuisine. » Donna Cecilia avait préparé un véritable festin. Pancakes, fruits frais, petits pains au fromage, jus d'orange naturel. La table était décorée de fleurs et de ballons colorés. « Aujourd'hui, c'est jour de fête, » déclara la gouvernante en embrassant Elara, « et j'ai fait ton gâteau préféré pour plus tard, chocolat avec fraises. » Après le petit déjeuner, alors qu'Ivandra aidait Elara à se préparer, Anselmo reçut un appel de son avocat. « Tout est prêt », informa le docteur Roberto, « les papiers officiels n'attendent plus que les signatures, et j'ai une autre surprise, j'ai obtenu le nouveau certificat de naissance d'Elara, désormais avec ton nom en tant que père. » Anselmo sentit un nœud se former dans sa gorge. C'était réel, cela se passait vraiment. Lorsqu'Elara sortit de la chambre, vêtue de sa nouvelle robe, coiffée de sa tiara de princesse et arborant un sourire radieux, il sentit son cœur fondre. « Comment je suis ?» demanda-t-elle en tournant. « Belle, » répondit-il en luttant contre ses larmes, « la plus belle princesse du monde. » Sur le chemin du bureau d'état civil, Elara ne cessa de parler, trop excitée pour contenir sa joie, serrant fermement la main d'Anselmo, comme si elle craignait que quelque chose puisse les empêcher d'y arriver.
La procédure fut étonnamment simple et rapide, signature, tampon, déclaration formelle. Mais lorsque l'officier remit les documents finaux déclarant Anselmo officiellement père d'Elara, pas un seul œil ne resta sec dans la salle. « Maintenant, c'est pour toujours ?» demanda Elara en regardant les papiers avec fascination. « Pour toujours ?» confirma-t-il, la voix embuée d'émotion. Elle sauta dans ses bras, et il la serra fort, sentant son petit cœur battre contre le sien. Yvandra les serra également, et pendant un moment parfait, ils ne furent plus que les trois, unis par l'amour et la loi. De retour à l'appartement, ils découvrirent une surprise. Donna Cecilia avait transformé le salon en une petite salle de fête avec encore plus de ballons, de rubans colorés et une banderole indiquant « Bienvenue officiellement dans la famille ». Le gâteau au chocolat était magnifique, décoré de fraises fraîches et de petits papillons en sucre. Elara applaudit de joie en le voyant. Avant de souffler les bougies, Donna Cecilia lui demanda de faire un vœu. La fillette ferma fermement les yeux, réfléchit sérieusement, puis souffla les bougies avec détermination. « Que as-tu souhaité ?» demanda Yvandra. « Je ne peux pas le dire, maman, » murmura-t-elle, « sinon ça ne se réalisera pas. » Plus tard, déjà en pyjama et prête à dormir, Elara appela Anselmo et Yvandra dans sa chambre. « Puis-je le dire maintenant ?»« Mon vœu ?» demanda-t-elle. « Enlaçant mon ourson rose, d'accord, princesse, j'ai souhaité que nous soyons toujours ainsi, toi, moi et maman, une vraie famille. » Elle hésita un instant, puis ajouta, « Et j'ai aussi souhaité que vous vous mariiez bientôt. » Anselmo et Yvandra échangèrent un regard surpris, mais avant qu'ils ne puissent répondre, Elara continua. « J'ai vu l'anneau, tu sais, celui que tu avais caché dans le tiroir de ton bureau, papa. » Yvandra regarda Anselmo, qui était devenu rouge comme une tomate. Elara s'exclama, « Il était censé être une surprise. » La fillette se couvrit la bouche, contrite. « Oups, désolé, mais le secret est déjà révélé. » Anselmo regarda Yvandra, qui l'observait avec un mélange de surprise et d'amour. « Eh bien, dit-il en se grattant la tête, ce n'était pas comme je l'avais prévu. Il se leva, alla jusqu'à sa chambre, puis revint avec une petite boîte en velours. Se mettant à genoux devant Yvandra, qui restait assise sur le lit d'Elara, il déclara. « J'attendais le moment parfait pour organiser quelque chose de spécial, mais peut-être qu'il n'y a pas de moment plus parfait que celui-ci, avec notre fille, le jour où nous devenons officiellement une famille. » Il ouvrit la boîte, révélant un délicat anneau en or serti d'un petit diamant. Yvandra continua, la voix tremblante légèrement. « Tu m'as donné le plus beau cadeau que quelqu'un puisse recevoir, une famille. Tu m'as montré ce qu'est le véritable amour, non seulement à travers Elara, mais aussi à travers toi. Veux-tu compléter notre famille? Veux-tu m'épouser ?» Des larmes coulèrent sur le visage d'Yvandra. « Comment pourrais-je dire non? Vous deux, vous êtes ma vie entière. » Lorsqu'Anselmo glissa l'anneau sur son doigt, Elara applaudit avec enthousiasme. « Maintenant, déclara-t-elle, nous sommes une famille complète. » Plus tard, une fois qu'Elara s'endormit enfin non sans avoir déjà fait 1000 projets pour le mariage, Anselmo et Yvandra se rendirent sur la terrasse, leur lieu spécial. « Je n'arrive pas à croire qu'elle a découvert l'anneau, » rit-il. « Notre fille est vraiment futée, » répondit Yvandra, admirant l'anneau sur son doigt. « Notre fille, » répéta-t-il, savourant ces mots, comme si quelque chose qui semblait si improbable était devenu si parfait. Yvandra se blottit dans ses bras, regardant les étoiles qui brillaient sur la ville. « Parfois, la vie nous surprend, » dit-elle doucement, « parfois ce qui semble être notre plus grande tragédie finit par nous mener à notre plus grand bonheur. » Anselmo embrassa son front. « Tu sais ce qui me surprend le plus? Comment notre appartement, qui paraissait si grand et vide auparavant, semble maintenant exactement de la bonne taille pour notre famille. »« Notre famille ?» sourit-elle. « On dirait encore un rêve. » Dans la chambre d'Elara, ils entendirent un léger murmure pendant son sommeil, comme elle le faisait parfois. « Maman, papa, je vous aime. » Anselmo et Yvandra échangèrent un regard plein d'amour et de gratitude. Qui aurait cru qu'une petite fille, trouvée par hasard sur un trottoir, changerait nos vies de manière si profonde et irréversible? L'avenir s'ouvrait devant eux comme un nouveau livre aux pages blanches, prêt à être rempli de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, de nouveaux moments d'amour et de joie. Il y aurait des défis, bien sûr, toujours, mais ils les affronteraient ensemble, comme une famille. Une famille construite non par le sang, mais par l'amour, par le destin, par le courage de trois cœurs qui, même blessés par la vie, ont trouvé en eux la guérison et le sens qu'ils cherchaient. Et tandis que la nuit tombait doucement sur Sao Paulo, trois cœurs battaient en parfaite harmonie dans cette terrasse des jardins,
qui n'était plus seulement un appartement, mais un véritable foyer. Un lieu où l'amour avait transformé des étrangers en famille, où la douleur s'était muée en joie, où le passé avait été guéri par le présent. Un lieu où une petite princesse chauve avait enseigné à un homme solitaire la véritable signification de l'amour, et où une femme forte avait trouvé non seulement la sécurité, mais aussi un nouveau départ. Un lieu où 3 histoires différentes s'entremêlèrent pour n'en former qu'une seule. L'histoire d'une famille qui a choisi de s'aimer contre toute attente, au-delà de toutes les douleurs, une histoire d'amour, de rédemption et de seconde chance, une histoire qui ne faisait que commencer.